Je m'appelle Laura Jouvenot, je viens de Bruxelles, je suis avocate au barreau de Bruxelles et je suis venue ici en stage d'observation 3 semaines à la Fondation Panzi. En Belgique, il y a 3 ans de stage avant de devenir avocat inscrit à la liste des avocats. Ici, on est encore sous la guidance, on va dire, du maître de stage. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un stage, à venir au Congo? Oh, beaucoup de choses. Je pense que la première, c'était le docteur, la cause qu'il défend, la cause qu'il représente et surtout les femmes et les enfants qui sont victimes de toutes ces violences. C'est quelque chose qui me tient fort à cœur, de donner une voix aux personnes les plus vulnérables. Et voilà, en Belgique, on n'a pas ces cas de figure-là, ou beaucoup moins. Et donc, pouvoir venir ici, apprendre, voir, comprendre, c'était important. Oui, c'est vrai. Et comment vous avez connu cette liste du docteur en Belgique? Via le prix Nobel, via les livres. Et puis après, je me suis moi-même informée sur Internet et dans les communautés, voir un petit peu ce qui était dit sur lui. Et évidemment, voilà, la cause de la femme et des enfants, à nouveau, ça me tenait à cœur. Et donc, comme je savais qu'il y avait aussi une aile juridique, une aide légale, je me suis aussi intéressée à cet aspect-là. Vous l'avez déjà rencontré en Belgique? Non, jamais. Jamais rencontré le docteur en Belgique? Non. Mais vous avez compris sur sa cause, vous avez mordu à la maison? C'est ça, oui. Et décidé de venir au Congo? C'est ça, essayer de voir. Vous n'avez pas peur de venir ou il n'y avait pas des gens qui vous décourageaient? Oui, il y a des gens qui étaient surpris de mon choix, qui m'ont dit est-ce que tu es sûr, c'est dangereux, je vais revenir en entier. Bon, après, j'avais fait mes recherches, Bukavu, c'est pas la pire zone non plus. Et puis, je savais que si j'allais être pris en charge par la Fondation, tout allait être en place pour me protéger ou pour assurer que je sois acceptée et accueillie dans les meilleures conditions. Mais dites-moi, voilà. Votre premier pas à Bukavu, vous arrivez vous arrivez dans le milieu. Qu'est-ce qui vous a impressionné? La pollution et la poussière. Je pense que l'air était difficile à respirer pour moi et le bruit. Il y a beaucoup de bruit ici à Bukavu, ça bouge dans tous les sens, il faut faire attention partout où on va, mais au moins c'est animé, il y a de la vie et les gens sont présents, sont dans les rues et donc... c'est comme pour dire qu'il y a beaucoup de promiscuité, c'est-à-dire les maisons sont trop proches et puis enfermées, il y a beaucoup de gens sur la rue. Oui, et puis c'est pas négatif, mais on sent que la vie est à l'extérieur, les gens vivent ensemble, il y a beaucoup de vie en communauté et donc ça c'était neuf. En Belgique, chacun est assez de son côté, donc c'était différent. Lorsque vous êtes arrivé à la Fondation et voir ce qu'il y a et voir ce qu'ils font, quelle était votre impression? J'étais impressionnée tout d'abord d'arriver ici dans les bâtiments, de voir que les bâtiments c'est déjà fort différent de la ville, de voir que c'était calme ici, c'était paisible, il y a les oiseaux, il y a la nature, il y a ces femmes aussi, tout est mis en place pour instaurer une nouvelle forme de paix et ça on le sent dès qu'on rentre dans le bâtiment, ça tranche fort avec l'extérieur je trouvais. Et puis après, essayer de comprendre comment fonctionne la Fondation, les différents piliers et être accueilli aussi par les personnes de la Fondation, mais aussi des bénéficiaires qui étaient très contents de me voir et qui m'ont accueilli. C'était touchant. Franchement, c'est vrai, je voulais demander de ces contacts avec les bénéficiaires et je comprends que c'était vraiment touchant. Tout à fait. Et à comprendre leur cause. Oui, c'est ça, comprendre leurs causes, les voir, pouvoir parler avec certaines qui s'ouvrent. J'ai pu parler avec des anciennes bénéficiaires qui maintenant sont devenues formatrices et qui donnent des cours par exemple de couture ou des cours de création de bijoux. Et donc voir le chemin parcouru et la beauté, elles rayonnent, ces femmes rayonnent et c'était beau à voir de se dire que voilà, malgré ce qu'elles ont vécu, leur vie a été changée, mais elles en ont fait quelque chose de positif malgré ce qu'on leur a fait et ce qu'on a essayé de leur reprendre. Madame, c'est vrai, vous avez aussi eu des contacts directs avec l'appareil judiciaire en RDC. Tout à fait. Mais comment c'est arrivé, votre contact? Alors, donc ici, j'étais à la Fondation dans le pilier légal, vu que je suis avocate. Donc, mon but, c'était vraiment de venir renforcer, comprendre et voir un petit peu comment ils font les choses ici. Et c'est sûr que c'était fort différent de chez moi. J'ai été confrontée à plusieurs réalités que je savais de loin, mais que je n'avais pas vécues. Et donc, comprendre l'ampleur des difficultés du métier d'avocat, c'était révoltant. C'est ça le mot que j'ai envie de dire, c'était révoltant. J'ai un immense respect pour ceux qui essayent de faire le droit de manière juste, de manière éthique et tout en restant ferme dans ce que le droit doit représenter.
et faire correctement et pas se plier au système qui, lui, fait les choses autrement. Vous avez des exemples? Des exemples, il y en a beaucoup. Mais par exemple, on a une bénéficiaire qui avait été reçue ici à la clinique, qui avait été victime de coups et blessures par son mari. Elle avait été poignardée, il y avait aussi des violences basées sur le genre. Et du coup, on avait porté plainte pour ces coups et blessures. Et un dossier a été ouvert contre son mari. Sauf qu'un mandat d'arrêt a été ordonné et le mari a appris qu'il y avait un mandat d'arrêt. Et donc lui a retourné la situation. Il a saisi un autre juge qui l'a payé et qui a fait en sorte que ce soit la femme qui soit accusée de coups et blessures. Sauf que la dame, elle a été arrêtée, elle a été mise au cachot. Et on a voulu la faire sortir, sauf que voilà, le juge était un peu contre nous, donc c'était un magistrat. Et ça a mis 3 jours pour la faire sortir. Elle a passé 2 nuits au cachot alors que son mari, qui est lui l'auteur, le bourreau, était dehors. Et voilà, là c'était impressionnant d'arriver à 7h45 au parquet et passer la journée entière à attendre un rendez-vous qui n'arrivait pas, essayer de passer de magistrat à juge jusqu'à voir Madame le procureur général, ce qui est tout à fait exceptionnel. L'avocate que je suivais n'avait jamais rencontré Madame le procureur général, donc c'était vraiment une situation délicate où on a essayé de faire en sorte que le dossier soit retiré à ce magistrat pour être mis dans les mains d'un autre magistrat. Et entre-temps, le magistrat qui était titulaire du dossier en premier lieu a entendu ce qu'on faisait, il n'a pas apprécié. Et il a encore mis un MAP, donc un mandat d'arrêt provisoire pour bloquer la dame encore une nuit dans le cachot. Et l'objectif, en tout cas, c'était que la dame aille à la prison centrale où il y avait déjà des rumeurs comme quoi elle allait manger du caca et qu'il allait vraiment avoir des traitements inhumains et dégradants qui allaient lui être faits à la prison centrale. Et finalement, après 3 jours, on a réussi à la faire sortir du cachot, à ce qu'un autre magistrat soit titulaire du dossier. Et que le dossier soit en fait classé sans suite parce qu'il n'y avait absolument aucune preuve. Mais ça a mis 3 jours. Et nous qui réclamons qu'il y ait plus de justice, pour dire seule la justice élève une nation, nous qui disons qu'il n'y a pas de paix sans justice. Croyez-vous, vous nous donnez une chance, donnez au docteur Mukwege une chance pour ça? Je pense que ça doit venir de plus que juste le docteur Mukwege. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se conforment au système parce que c'est plus facile de suivre le système pour en bénéficier que de rester droit dans ses bottes et de faire face à l'injustice et essayer d'appliquer vraiment le droit. Mais l'équipe, en tout cas, que j'ai pu suivre ici à la clinique juridique, à la Fondation, est tout à fait armée à s'opposer à cette forme d'injustice qui règne et à dénoncer aussi, parce que ça c'était un des arguments quand on avait ce dossier, c'était mais il faut que ça s'arrête, nous on va écrire, on va publier, on va dénoncer et bon voilà, après dans la pratique c'est pas parce qu'on dénonce qu'il y a d'office un résultat, mais en tout cas ça remet en perspective que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer et que ça doit être dénoncé. Formidable madame pour ces interventions. Vous avez rencontré, je rentre encore sur le docteur Mukwege, lorsque vous l'avez rencontré, comment s'est passée l'entrevue? Très bien, le docteur Mukwege est très accueillant et très informé. Ça c'était vraiment impressionnant. Il ne maîtrise pas que l'aspect médical, mais il est rodé. On voit que ça fait 30 ans qu'il est sur le sujet, tant au niveau médical que l'aspect politique qu'il y a derrière, les enjeux économiques et puis bien sûr aussi le côté juridique. Il me confiait même qu'après, quand il aura passé l'âge de la retraite, il aimerait peut-être reprendre des études dans l'aspect juridique justement, ou alors peut-être psychologique. Et donc c'est impressionnant et c'est inspirant de voir quelqu'un qui dévoue toute sa vie à la cause et qui continue à se nourrir et s'enrichir dans différents aspects pour trouver des solutions les plus adéquates face aux problèmes. Madame, la Fondation Panzi, c'est vrai, il a cette prise en charge holistique et l'aspect juridique a une place très importante. J'estime que vous avez été à l'intérieur pour voir comment les populations étaient vraiment enthousiastes vis-à-vis de la présence des cliniques juridiques dans différents milieux. Vous pensez que c'est dû à quoi? Je pense que les cliniques juridiques permettent déjà une visibilité des problèmes. Je pense que dans les villages ou même dans les rues de Bukavu, il y a une forme de tabou sur certains sujets qui sont tout à fait présents. Les violences faites aux femmes, par exemple, ou les violences basées sur le genre de manière générale, c'est très fréquent.
Et pourtant, peu de femmes sont informées de leurs droits. Et donc déjà juste de permettre ces cliniques juridiques et des sensibilisations peut les renforcer dans leurs droits et dans cet espoir d'avoir une justice pour elles et pour les réalités qu'elles traversent. Et évidemment, ben, voilà, comme il y a beaucoup de cas, c'est important que les cliniques soient présentes d'une manière première pour prévenir, pour éviter que ça se reproduise, et ensuite pour accueillir et accompagner les victimes et pour espérer pouvoir apporter une réponse, une solution et de la justice. Ah, formidable, madame. Vous n'avez pas eu à faire face à la tradition, aux coutumes, aux règles? Oui, ça c'est vrai que l'aspect culturel, religieux a un grand enjeu ici dans la culture, où ben voilà, la femme a sa place dans la société et l'homme a une autre place. Et donc ben ça influence souvent les femmes à accepter, tolérer, se soumettre à certaines choses qu'elles subissent, qu'elles ne devraient pas. Par exemple, le cas de figure qu'on prenait là tantôt avec la femme qui s'est fait poignarder, quand son dossier elle a été fermé, on lui a posé la question, donc le magistrat qui s'occupait de son dossier contre le mari lui a dit, ben voilà, je vais décerner un mandat d'arrêt, est-ce que vous êtes d'accord qu'on l'arrête? Elle a dit, oh non, non, je l'aime. Et donc là, ça crée aussi une ambivalence de se dire, mais vous avez subi toutes ces choses et pourtant l'amour prime, ou en tout cas la tradition du mariage pour le meilleur et pour le pire, a une influence aussi sur ce qu'elles sont prêtes à mettre en œuvre pour que leurs droits soient respectés. Donc ça a aussi ses limites et je pense qu'il y a un aspect culturel, il y a aussi un aspect psychologique. Et on est face à une population qui est traumatisées ou qui est endoctrinée dans une forme de tolérance et elles ne se rendent même plus compte que leurs droits sont bafoués et que ce qu'elles vivent n'est pas normal. C'est juste que c'est la norme qu'elles vivent au quotidien avec d'autres, mais ce n'est pas la norme à l'échelle mondiale. Est-ce que c'est là qu'on parle du syndrome de Stockholm? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que j'en parlais justement avec Maître David, qui est le chef du pilier légal, qu'il y a ce syndrome de Stockholm donc, qui fait que la victime va tomber amoureuse ou va tolérer en fait ce que son bourreau lui inflige et va penser que c'est tout à fait normal et donc banalise la chose, l'accepte et continue à rester dans le système qui est en fait tout à fait toxique. Et pourtant, j'en parlais avec le docteur, s'il y avait un accompagnement psychologique à ce niveau-là, peut-être que beaucoup de femmes se réveilleraient et se diraient mais en fait c'est tout à fait intolérable ce que je vis, il faut que ça s'arrête et oseraient prendre le recul de leur bourreau. Et bon, évidemment, il faut aussi un soutien financier, parce que malheureusement, beaucoup de femmes dépendent de leur mari, et donc l'aspect de liberté doit être soutenu par un accompagnement économique. Sinon, ces femmes qui sont souvent à la charge de beaucoup d'enfants, parce qu'ici, vous aimez avoir des grandes familles, c'est compliqué. Si la femme n'est plus avec son mari, comment est-ce qu'elle pourvoit à ses besoins et à ceux de ses enfants? Ça, c'est aussi un aspect très important et compliqué dans cette société. Dans l'aspect global de ce qui s'est passé en RDC, le docteur Mukwege réclame une justice transitionnelle. Pour dire ça aiderait un peu à passer de l'étape donc de ce traumatisme et comprendre que non, il y a la justice aussi qui fonctionne et il y a des réparations qui peuvent s'en suivre et donc aussi le vetting, qu'il n'y ait pas des gens qui puissent continuer à régner encore demain, les bourreaux d'hier qui ne soient pas les dirigeants de demain. Et comment vous pensez que cela peut se faire pour vous qui avez été sur les lieux et comprenez les systèmes? Alors, donc là, on parle du report mapping qui a été fait il y a plusieurs années, entre autres, et malheureusement, les dates, la période qui a été couverte, c'était 93-2003. On est en 2023, ça fait 30 ans. 20 pour les derniers faits. Donc ça devient compliqué. En tout cas, si ça peut naître, ce serait formidable, mais ça devient urgent. Les preuves disparaissent, les témoins disparaissent, l'âge arrive, les gens oublient. La pertinence du ressenti s'efface aussi. Et donc je pense qu'effectivement, oui, si ça peut naître, ce serait formidable, même plus tard, ne serait-ce que pour marquer le coup, pour faire pour lancer un mot fort, de dire que non, ça c'est intolérable et il n'y a personne qui peut résister à la justice, il n'y a personne qui est au-dessus de la justice, il n'y a pas d'impunité pour ce genre de crime.
peu importe qui on est, peu importe ce qu'on est devenu. Pour vous qui venez, qui êtes dans les milieux, qui voyez ce qui se passe, quelle est la proposition que vous pouvez nous donner pour nous en sortir? Quelle est la proposition que vous donnez globalement? La proposition, moi je suis une petite goutte d'eau dans l'océan, donc j'ai pas d'autorité plus importante que quiconque pour apporter une solution. Je pense que le docteur qui est ici sur le terrain depuis 30 ans a beaucoup plus d'expérience que moi pour faire des propositions de ce genre. Mais je pense qu'effectivement, proposer une justice transitionnelle, ce serait tout à fait pertinent. On l'a vu dans d'autres pays, comme par exemple le Rwanda, et ça a porté ses fruits. Le Rwanda, qui est le pays voisin, a pu bénéficier de ce mécanisme et le pays aujourd'hui va mieux. En tout cas, sur cet aspect-là, il y a encore du travail à faire, bien évidemment, parce qu'un génocide, personne ne s'en remet complètement, mais il y a au moins quelque chose qui a été fait. Je pense que pour le Congo, ça serait tout aussi bénéfique. Après, comme vous avez pu le souligner, le plus tôt le mieux pour les victimes qui ont été directement touchées. Après, si c'est dans 50 ans, il y aura les petits-enfants qui seront toujours sensibles à la cause. On n'efface pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir un soutien extérieur. La RDC, à elle toute seule, ne peut pas le mettre en place. Déjà rien que politiquement, et puis financièrement, il y a ces limitations. Et donc, ça doit venir de l'extérieur. Mais à nouveau, il y a tous les enjeux politiques et économiques qui font que voilà, certains acteurs ne sont peut-être pas prêts à le mettre en place aussi facilement que ça. Formidable, madame. Et vous êtes venu en stage, vous avez constaté, vous rentrez en Belgique. Perspective d'avenir. Elles doivent encore être discutées ici avec la clinique, mais en tout cas c'est sûr que quand on est témoin de ce qui se passe ici, ce qui se passe encore ici, parce qu'on parlait du report mapping, ça c'était il y a longtemps, mais aujourd'hui encore il se passe plein de choses très compliquées, que ce soit au niveau du droit commun, donc entre citoyens, ou au niveau international avec plutôt des crimes de guerre ou avec des militaires, on ne peut pas fermer les yeux. La réalité, elle est trop frappante. Et elle est trop criante. Le peuple est en souffrance énorme. Et voilà, la question c'est qu'est-ce que moi je peux faire? Ça, je ne sais pas encore, ça doit être discuté. Je me sens toute petite face à ce problème. À nouveau, j'en parlais avec ma famille, je me disais, mais si le docteur Mukwege, qui a fait 30 ans sur le terrain, qui est congolais, qui a un prix Nobel, qui est hyper investi et cultivé dans ce domaine-là, voit les limites du système et est parfois coincé, qu'est-ce que moi, en tant que petite Belge, toute jeune, et qui habite loin, peut faire? Je pense que ça doit être discuté. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est de parler en tout cas du sujet. Ne pas en faire un sujet juste congolais. C'est un sujet international. Les droits de la femme, les droits de l'homme, c'est un sujet international. Et tout le monde doit y porter attention, que ce soit en RDC ou dans d'autres pays. Je pense que l'humanité doit avoir le regard tourné sur ce qui se passe et vouloir, et il y a une forme d'obligation aussi, de devoir, de vouloir aider et de faire quelque chose. Après, dans les limites, ce qui est accepté et ce qui est demandé aussi par le pays et par le système. Madame Lara, vous êtes au barreau de Bruxelles, Panzi et le barreau de Bukavu. Qu'est-ce que vous êtes trouvé à dire? Alors moi, à nouveau, c'est quelque chose que je vais devoir discuter avec Maître David. Ça, c'est voilà, le sujet un petit peu. Dès que je suis arrivée ici, je me disais, ok, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Après 3 semaines, c'est pas plus clair. Je pense que ça doit être encore discuté. Je pense que même les personnes ici locales, quand elles pensent à qu'est-ce qu'on peut faire, ça a ses limites à nouveau, parce que le système ici est compliqué. Il a ses limites et ses résistances, j'ai envie de dire. Mais comme je disais, je pense que le plus important, ou ce qu'on peut faire en tout cas, c'est parler de ce qui se passe et éventuellement voir si un dialogue peut être ouvert entre le barreau de Bukavu et le barreau de Bruxelles. Et puis après, peut-être à l'échelle européenne, voir ce qui peut être fait, même si c'est déjà le cas via le docteur. Mais en tout cas, du point de vue légal, je pense qu'il y a autant d'espoir et de perspectives d'avenir qui sont possibles aussi. Et donc voilà, des petits commentaires bonus. C'est peut-être les différences que j'ai pu soulever qui existent entre la Belgique et le système qui se fait ici. Je pense que les 2 points, c'était l'aspect financier et l'aspect psychologique. Je vais peut-être commencer par l'aspect financier. Je pense que le premier, la chose qui sort directement, c'est le manque de réparation pour les victimes. Ça, c'est vraiment important. Ces victimes qui déjà prennent un grand risque pour aller jusqu'en la justice,
dénoncer ce qu'elles ont vécu, éviter se soumettre peut-être au risque de représailles, et puis après au final voir qu'il n'y a pas vraiment de fonds qui sont débloqués, parce que les prévenus souvent n'ont pas d'argent, et puis il y a un fonds qui existe ici au Congo mais qui n'est pas d'application. Or ça, je pense que c'est vraiment l'avenir aussi. Le fonds pour l'aide aux victimes. Nous, on a ça en Belgique et c'est utilisé quand justement les prévenus n'ont pas d'argent. Et ça, je pense qu'ici, face à une situation où l'économie est déjà fragile pour la majorité des victimes, si elles pouvaient avoir ne serait-ce que quelques dollars pour se relancer, pour se donner une perspective d'espoir, de se réinvestir dans la société, se réinsérer positivement avec ce qu'elles veulent qui les définissent, ce serait tout à fait formidable et essentiel. Et donc le deuxième aspect, c'est l'aspect psychologique, où ici à la Fondation Panzi, on accueille et on aide les victimes dans différents aspects, dont l'aspect médical et psychosocial. Et donc on les suit si elles ont envie, jusqu'à un certain stade dans les conséquences des actes qu'elles ont subis. Par contre, là où il n'y a pas de suivi, c'est pas par rapport à Panzi, mais de manière générale, il n'y a pas spécialement de suivi pour les victimes indirectes, donc la famille, qui elle aussi a vécu un trauma. Ici, le dossier, on a suivi un dossier, une audience en flagrance avec une petite fille de 5 ans à Baguera, qui est décédée. Et les audiences en flagrance se passent tout de suite. Le fait, le crime a lieu, 2 jours après, on commence l'audience. Donc la famille arrive, mais encore complètement sous le choc, je pense en instinct de survie. Et il n'y a pas d'accompagnement, en tout cas très peu. Et après, l'audience est terminée. Et donc 5 jours après le décès, c'est fini, on n'en parle plus. Et voilà, l'attention médiatique a disparu, mais qu'est-ce qui se passe pour la famille de la victime? La victime, elle n'est plus là, mais la famille, elle doit survivre face à ça. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est l'aspect psychologique pour les prévenus. Il y a 2 choses que j'ai notées. La première, c'était que, par exemple, à nouveau avec cette affaire-là, une des accusées, la femme qui, elle, a été condamnée, elle avait l'air complètement absente lors du procès. Elle avait l'air de ne pas tout à fait comprendre ce qui se passait, elle avait des réponses floues. Et moi, j'étais interpellée par ça et j'ai demandé à Maître David, est-ce que ici vous faites des évaluations psychiatriques avant un procès pour déterminer si la personne a toutes ses capacités mentales et intellectuelles pour pouvoir répondre des charges et des préventions qu'on lui reproche. Et il me disait qu'ici, ça ne se fait pas vraiment, ça doit être fait à la demande du parquet, mais c'est très rare. Or, en Belgique, c'est beaucoup plus fréquent où on va faire une évaluation et on va déterminer mais est-ce que cette personne est même capable d'être responsable de ses actes. Ça, c'était une première chose où je me suis dit, mais ça c'est peut-être quelque chose qui doit être soulevé parce qu'il y a des gens, on est dans une population qui est peu éduquée, où il y a une banalisation de la violence et peut-être qu'elle ne se rend même pas compte. Alors ça n'excuse en rien ce qu'elle a fait, mais ça va avoir une instance, une influence sur la qualité de la justice qui va être proposée à cette personne. Est-ce qu'elle est même capable de comprendre pourquoi elle va en prison? Est-ce que la prison va porter ses fruits? Et puis après, justement, le deuxième aspect, c'est l'aspect psychologique pour les prévenus et les détenus en fait, ceux qui ont été jugés et qui sont en prison. Qu'est-ce qui est proposé à ces personnes? Parce qu'elles sont en prison, j'ai été dans vos prisons, c'est tout à fait différent de chez nous. Ça aussi, c'était une expérience culturelle assez impressionnante. Mais quel est l'accompagnement pour ces personnes? Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'elles restent à vue dans ces prisons, en tout cas la majorité ont des peines déterminées. Mais quand elles ressortent, est-ce qu'elles vont ressortir comme des meilleurs citoyens qui ont été préparés à sortir? Ou est-ce que ça va être des pires criminels qui ont traîné entre eux et ont été blessés par le système parce que la prison là-bas c'est vraiment dur et vont sortir avec aucune prise de conscience de leurs actes et risquent de récidiver. Et donc il y a aussi ce manque d'accompagnement, surtout en matière de viol, où chez nous, les personnes pour pouvoir sortir sont accompagnées. Et il y a tout un travail de sensibilisation, de prise de conscience de l'acte et de responsabilisation aussi. Or ici, j'ai l'impression que les personnes, une fois qu'elles sont en prison, elles sont un peu délaissées et elles survivent. Et quand elles sortent, je ne pense pas qu'elles ont eu le travail nécessaire ou l'accompagnement nécessaire pour prendre connaissance de ce qu'elles ont vécu et pouvoir mieux se réinsérer dans la société. Donc voilà, ça c'était peut-être les 2 aspects que je voulais soulever. C'est-à-dire que le fait c'est le regret. Le regret, pourquoi quand on constate ce qui se passe, on sait que oui, c'est vrai, on a continué dans la prison. On ne sort plus criminel qu'après.
En réalité, non seulement qu'il n'y a pas de fonds pour les prisons, il n'y a pas cet accompagnement-là. Et cela, ça n'existe pas. S'il y a du médical dans les prisons, ce sont des gens qui soignent juste de petites histoires. Parce qu'ils ont même peur de prendre les prisonniers et l'amener dans un hôpital. Donc, ce sont des dispensaires de torture. Les morts, ça se compte en milliers. Et la faim, lorsque déjà les gens meurent de faim, dans une prison à Kabari, les gens meurent de faim, de famine, parce qu'il manque quelque chose pour mettre sur la main. Vous allez dire à ces gens-là de chercher un psychologue. Et non. C'est pire que jamais, et c'est toute la société. C'est pourquoi nous disons, sans justice, la justice, ce n'est pas seulement le fait de dire les droits. La justice, c'est le fait, ça s'allie, c'est holistique. Mais tout à fait. Et moi, je pars du principe que les prisonniers ont des droits aussi. Et la prison n'est pas une fin. C'est un moyen, c'est un outil. Mais pour que ce soit un outil, il faut qu'il soit accompagné. Il faut que le temps passé en prison porte ses fruits. Mais pour cela, pour des personnes qui ne sont pas éduquées et qui ne sont pas accompagnées, il n'y a aucun espoir. Et moi, comme vous avez dit, j'ai été en prison. J'ai vu ces gens qui sont tous rachitiques, sur le point de mourir, sales et révoltés. En tant qu'externe, quand on arrive là, on se fait agresser pour... voilà, on vole la gourde, on demande de l'argent, on ne nous laisse pas passer. Parce que c'est la survie. Et voilà, ça m'a interpellée. On parle beaucoup des victimes et c'est elles le centre, c'est important. Mais si on veut une société qui fonctionne et que ces personnes sortent de prison, il faut qu'elles aussi soient accompagnées. Madame, c'était formidable de parler avec vous. Merci beaucoup pour votre temps et votre accueil. Et nous sommes très heureux. Merci beaucoup. Merci. Merci.